Votre programme, je vais parler un petit peu et rapidement de votre programme de quatrième année en pathologie. Première partie, ça sera les malades à risque. Après, c'est la première série. La deuxième série, ça sera la pathologie traumatique des maxillaires et alvéolo-dentaires. Après, ça sera la pathologie de l'articulation temporomandibulaire et après, on termine avec les pathologies de la muqueuse buccale, les adénopathies et l'allergie. Donc, on va voir aujourd'hui comme malade à risque, c'est la cavité buccale en relation avec les maladies générales. En commençant aujourd'hui par l'insuffisance rénale et la relation avec la cavité buccale. Donc, le sommaire. Donc, on va commencer par une introduction, après rappel sur le rein. Ensuite, on va voir les explorations biologiques et les examens biologiques qu'on peut demander chez un patient qui présente une pathologie rénale. Ensuite, on va voir les différentes lésions ou les classes de l'insuffisance rénale. Après, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la prise en charge en odontostomatologie. Les objectifs pédagogiques, donc on va définir c'est quoi une insuffisance rénale, on va voir la sémiologie clinique et paraclinique, ensuite connaître la relation d'une pathologie rénale avec la cavité buccale, les manifestations stomatologiques, ensuite connaître, bien sûr, avant de prendre en charge un patient qui présente une insuffisance rénale, il faut connaître les risques et après, ça sera la prise en charge. Comment prévenir la survenue de ces risques chez un patient qui présente une insuffisance rénale en odontostomatologie. Donc, tout malade à risque, toute pathologie générale peut se répercuter sur la cavité buccale et l'inverse. Au niveau de la cavité buccale peut être une origine d'une lésion d'un organe général, et ça, c'est un cours de troisième année. C'est beaucoup plus, on parle d'infection focale. Un foyer infectieux buccal peut donner des lésions à distance au niveau des autres organes. Parmi ces organes, c'est le rein. Et bien sûr, un patient, quand vous prenez en charge un patient en odontostomatologie, il faut toujours faire un examen clinique et lui interroger donc sur l'état général de son organisme. Et à partir de là, on va détecter une pathologie générale et ensuite les complications, parce que les complications, c'est surtout une pathologie qui peut donner autres complications plus sévères. Et à partir de là, vous allez prendre vos précautions lors d'un acte bucco-dentaire. Le rein, donc, c'est un organe qui fait partie de l'appareil urinaire. Les reins sont en nombre normalement de 2. Ils font partie de l'appareil urinaire et sont de couleur rouge sombre ou rouge brun en forme. Vous m'excusez. Sont en forme d'haricot, comme vous voyez là, la forme haricot. Et chaque rein, normalement, mesure 12 cm en longueur, 6 cm en largeur et 3 en épaisseur. Les reins sont situés dans la partie arrière de l'abdomen, au niveau des 2 dernières côtes et de chaque côté de la colonne vertébrale. Et chaque rein, normalement, il est surmonté par une glande qui est la glande surrénalienne. Donc, on trouve au niveau de chaque rein, ici, la glande surrénalienne. Normalement, là, on va voir la constitution anatomique d'un rein. Ici, donc, de la superficie vers la profondeur, chaque rein possède une enveloppe externe
qui est normalement la capsule. Elle est fibreuse et elle protège normalement le rein. Le rein est constitué de 3 parties. De l'extérieur vers l'intérieur, nous avons d'abord, après la capsule, c'est la médulaire. Normalement, c'est là. Cette médulaire, elle est de couleur rouge-brun qui contient des millions d'unités de filtration, ce que vous voyez là. Là, c'est les unités de filtration qui est normalement l'unité fonctionnelle du rein. Son rôle, c'est la filtration du sang pour donner à la fin un produit de sécrétion qui sont les urines. Les néphrons donc sont dotés d'un glomérule, c'est une petite sphère, comme vous voyez là. Pardon. Oh. En même temps, je vérifie la salle d'attente pour admettre vos collègues. Donc, ça, c'est l'unité, c'est le néphron qui est constitué de plusieurs autres unités appelées les glomérules et qui permet la filtration du sang et l'élaboration de l'urine. Les reins aussi sont constitués de tubules qui sont impliqués dans la composition de l'urine. Après, l'urine sera collectée au niveau dans des cavités qui sont les calices, après collectée dans le bassinet pour ensuite passer dans l'urtère et être déversée dans la vessie. Et ensuite, ça sera l'élimination par le corps humain. Normalement, les reins reçoivent 1,5 litre de sang par minute, ce qui présente le quart du volume total du sang. Donc, ça, c'est le rappel anatomique du rein. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est l'unité fonctionnelle du rein qui est les glomérules. Et la filtration, normalement, la fonction principale, c'est la filtration du sang. On va voir maintenant les différentes fonctions ou bien les rôles du rein. Premièrement, c'est le rôle d'élimination et de filtration des déchets et des produits toxiques par le fonctionnement normal de l'organisme et qui est transporté par le sang. Donc, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est déchets toxiques, produits en excès sera éliminé par le rein et par les urines. Deuxième rôle, c'est le maintien de l'équilibre hydrique de l'organisme. Donc, c'est le maintien de la quantité d'eau qui lui est nécessaire chaque jour. Il filtre, donc les reins filtrent à peu près environ 200 litres de sang, mais ne rejettent que 1,5 litre d'urine. Donc, deuxième rôle, c'est le rôle d'équilibre et de maintien de l'eau dans l'organisme. Troisième rôle, c'est le maintien et l'équilibre. Il permet l'équilibre des minéraux qui sont dans l'organisme. Quand je dis minéraux, ça veut dire c'est le potassium, sodium, calcium et les autres, les cations et les anions. Le maintien des minéraux donc à l'organisme, le rein assure le maintien de l'équilibre entre le manque et l'excès des minéraux dans l'organisme. Troisième ou bien quatrième fonction, c'est le maintien de l'équilibre acido-basique dans le sang. Les acides en excès provenant de l'alimentation sont éliminés pour maintenir la composition idéale du sang avec un pH normalement neutre. Parce que quand le pH de l'organisme est acide, donc ça permet de donner des infections. Quand il y a
aussi, quand il est plus augmenté, ça veut dire qu'il devient basique, ça développe autre anormalité. Aussi, le rein a une fonction dans la production de certaines hormones, telles que la première hormone, c'est l'érythropoïétine qui entre dans la fabrication des globules rouges. Donc, ici, l'érythropoïétine, c'est une hormone sécrétée par le rein qui rentre dans la production et la constitution des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Et aussi la production d'une hormone qui est la rénine. La rénine, c'est une hormone qui intervient dans la régulation de la pression artérielle. Ce qui explique que chez les patients qui présentent une insuffisance rénale, il faut toujours chercher un problème d'hypertension artérielle. Donc, altération de la fonction rénale, ça veut dire altération de toutes ces fonctions, y compris donc un patient qui devient hypertendu. Et aussi, quand je dis altération de la fonction, ça veut dire manque, trouble de formation d'hormones qui est l'érythropoïétine, ça veut dire un trouble de formation des globules rouges et aussi au niveau des plaquettes. Parce que la fabrication se fait au niveau des cellules souches du sang, ce qui donne aussi un trouble de production de globules rouges, ce qui donne une anémie et aussi un trouble de plaquettes, de formation de plaquettes et d'adhésion aussi des plaquettes, ce qui donne aussi un trouble hémorragique. Donc, les plaquettes interviennent dans la coagulation et à partir de cette fonction, donc si on comprend la fonction du rein, on comprend en cas d'altération quelles sont les conséquences. Donc, si vous trouvez un patient qui présente une anémie, un patient insuffisant rénal avec anémie, vous allez comprendre pourquoi. S'il y a manque de plaquettes ou bien trouble de fonctionnement aussi de plaquettes, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, troisième production, c'est la production du calcitriol. Calcitriol, c'est une forme de vitamine D, la vitamine D3. La D3, vous savez que la vitamine D entre dans la constitution et la constitution et la fabrication de l'os. Donc, cette hormone qui est la vitamine D3 ou bien le calcitriol, qui permet l'absorption du calcium et sa fixation au niveau de l'os. Ça veut dire quoi? Donc, trouble de fonction rénale, ça veut dire trouble de formation de calcitriol. Automatiquement et cliniquement, le patient peut présenter un trouble osseux. Donc, l'os, il est moins minéralisé. Est-ce que c'est clair? Donc, après ce rappel, donc l'intérêt de ce rappel, c'est pour comprendre après les complications et les manifestations d'un patient qui présente une insuffisance rénale. Maintenant, on va passer à l'exploration. Ce qui nous intéresse avant la prise en charge en endobuccal, c'est les explorations de la fonction rénale. Comment… Madame, oui. Madame, s'il vous plaît, il y a des étudiants dans la salle d'attente. La connexion s'est coupée, donc ils ont quitté. D'accord, je vais les rajouter. Merci. Parce que ils sont en retard. C'est bon? Donc, à chaque fois, je vérifie. C'est bon. Je continue. On va voir comment explorer la fonction rénale. Ça veut dire comment connaître est-ce que la fonction rénale d'un tel patient est correcte ou non. C'est à partir de certains examens biologiques. Et là, vous avez vu ça en 3e année. Donc, on fait quand même un petit rappel sur les différents examens qu'on peut demander chez un patient qui présente un trouble rénal. Premièrement, c'est la créatinine. La créatinine, c'est quoi? C'est une solution donc produite par le muscle après déshydratation de la créatine. Et cette créatine, elle est formée au niveau du foie. Donc,
C'est pour cette raison en cas des fois de trouble rénal, on trouve même un trouble hépatique. C'est par trouble de formation de la créatine. Ensuite, donc, la créatinine, elle est formée dans le muscle et libérée dans le sang et par le rein où elle sera filtrée dans les urines. Donc, après filtration dans les urines, donc biologiquement, on peut explorer par le taux de cette créatinine. Elle est normalement chez un patient sain, elle est entre 55 à 110 micromoles par litre, ce qui veut dire donc par unité milligramme par litre, ça sera 9 à 13. Donc, tout dépend de laboratoire. Soit vous trouvez l'unité en micromoles, soit en milligrammes par litre. En cas d'augmentation, ça veut dire un trouble de formation glomérulaire. Ça veut dire il y a, quand le patient présente un trouble rénal, manque de fonction, diminution de la fonction rénale, ça veut dire elle filtre pas bien la créatinine. Il n'y a pas la sécrétion normale ou bien l'élimination normale de cette créatinine dans les urines. Madame? Oui. S'il vous plaît, donc il y a accumulation de créatinine, s'il y a un problème. Accumulation, c'est l'augmentation parce que la créatinine, soit quand vous demandez cliniquement, quand vous prescrivez, donc on demande la créatinine normalement sanguine. C'est le taux de la créatinine dans le sang. D'accord? Plus elle est augmentée dans le sang, ça veut dire qu'elle n'est pas libérée par le rein. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Automatiquement et logiquement, elle devient augmentée. Ça veut dire que le rein ne filtre pas bien cette créatinine. Il n'y a pas une élimination normale dans les urines. C'est pour ça qu'on la trouve augmentée dans le sang. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Et je continue. Donc, c'est des valeurs que vous devez les connaître, d'accord? Ensuite, c'est deuxième examen. Attendez, on va admettre vos collègues. Deuxième examen, c'est l'urée. Alors. C'est bon, normalement, vous êtes. L'urée ou bien l'azote urique, c'est la même chose. Hein? Donc, l'azote urique, c'est le c'est un déchet du catabolisme des protéines. Donc, les protéines, bien sûr, à partir de l'alimentation, il va y avoir des protéines dans l'organisme. Ces protéines vont être catabolisées et dans des déchets. Parmi ces déchets, c'est l'azote urique ou bien l'urée. Cette concentration dans les liquides physiologiques est en fonction du taux de production par le foie et sa vitesse d'élimination par le rein. Donc, la valeur normale, elle est normalement entre 15 à 50 mg par litre, soit 2,5 à 8 millimoles par litre. En cas d'augmentation, donc un patient qui présente une insuffisance rénale, normalement, il n'y a pas si vous voulez, une élimination normale, ce qui donne un taux augmenté de l'urée dans le sang. Aussi, les patients qui présentent une déshydratation et un problème ou bien régime alimentaire très riche en protéines, là c'est clair. Et aussi les patients qui présentent une insuffisance hépatique sévère. Pourquoi? Un patient qui présente une insuffisance hépatique sévère, chez lequel aussi, donc, quand elle est diminuée, quand l'urée est diminuée, ça peut explorer une insuffisance hépatique sévère. Pourquoi? On n'a pas une bonne production. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai donné donc la présence il y a la présence de l'urée qui est le taux produit par le foie. D'accord? Et l'élimination, elle est rénale. Troisième examen, c'est la clairance de la créatinine. Donc, par définition, c'est quoi? Pardon, je vais essayer de... Tout le monde est admis.
On continue. Troisième examen, c'est la clairance de la créatinine. Par définition, c'est le rapport entre le débit d'élimination de la créatinine par les reins et sa concentration dans le sang. Donc, autrement dit, c'est le volume du plasma débarrassé de la créatinine en une unité de temps. Donc, en une unité de temps, ça veut dire c'est en rapport avec la vitesse d'élimination. Il faut retenir la valeur normale qui est 120 plus ou moins 20 millilitres par minute pour 1,73 mètres carrés en secondes. La baisse moyenne de 1% à partir de 40 ans. C'est pour expliquer que plus le sujet est âgé, plus la fonction rénale diminue. Et pour cette raison, des fois chez les patients âgés, il faut prendre en considération la fonction rénale, c'est surtout lors de la prescription de certains médicaments à élimination rénale. On va détailler aussi, on va parler de ça quand on arrivera à la prescription médicamenteuse. Je passe. Aussi l'ionogramme, parce qu'on a dit que parmi les fonctions du rein, c'est l'équilibre des ions et des anions et des oui, c'est les ions. Donc le potassium, le sodium et le calcium. On va voir maintenant c'est quoi l'insuffisance rénale. Donc, selon la classification, il y a l'insuffisance rénale aiguë, chronique et l'insuffisance rénale terminale. Par définition, là, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'insuffisance rénale chronique. Et l'aiguë, donc, c'est une diminution du débit de filtration glomérulaire par une diminution de la clairance de la créatinine ou par une élévation de la créatininée de façon rapide. Ça veut dire elle est rapide. C'est pas comme l'insuffisance rénale chronique. Chronique, elle prend du temps pour qu'il y aura une destruction, si vous voulez, parce que c'est quoi l'insuffisance rénale, si vous voulez, sur le plan néphrologique. Ici, ça veut dire qu'il y a une destruction des néphrons. On a dit que les néphrons sont l'unité centrale de fonctionnement du rein. Et l'insuffisance rénale aiguë, c'est une destruction, si vous voulez, qui est immédiate ou bien rapide. D'accord? Et l'insuffisance rénale chronique, je passe. Pardon, d'abord, on va voir les différentes manifestations buccales. C'est surtout quand la lésion est à un stade sévère. On peut avoir des stomatites érythématoputacées, des ulcérations au niveau de la langue et du plancher et des gingivorragies. Je reviens à ces manifestations lors de l'explication de l'insuffisance rénale chronique et on va expliquer pourquoi. Maintenant, pour l'insuffisance rénale chronique, qui est caractérisée par une réduction graduelle et permanente des fonctions excrétrices et endocrines des reins. Elle se traduit par la réduction du débit de filtration glomérulaire. Donc, le débit DFG, c'est le débit de filtration glomérulaire qui est inférieur à 60 millilitres par minute. D'accord? Ou bien le débit de filtration glomérulaire, ou bien, si vous voulez, c'est la clairance. D'accord? Donc, les valeurs normales, on a dit, c'est entre 90 et 130. Ici, la différence entre l'insuffisance rénale chronique et aiguë. La chronique, c'est une destruction progressive. Par contre, l'aiguë, c'est une destruction rapide. D'accord? La chronique, ici, le pronostic qui devient mauvais et, si vous voulez, elle peut se compliquer dans le temps. Par contre, l'aiguë,
il y a deux possibilités. Soit elle va passer vers la forme chronique, s'il n'y a pas de traitement qui se fait rapidement, soit le patient peut récupérer rapidement, d'accord, s'il est bien pris en charge. Donc, je répète, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'insuffisance rénale chronique. Je passe. Selon le stade ou bien de la pathologie ou bien la sévérité, ils répartissent selon la classification rénale, donc en 5 classes. Le stade 1, donc la clairance, elle est à 90 et l'atteinte rénale qui n'est pas chronique. Le stade 2, c'est entre 60 et 89, où on parle d'insuffisance rénale légère. Le 3A, entre 44 et 59, ici, elle est légère à modérée. Entre 30 et 43, elle est modérée à sévère. Le 4, c'est entre 15 et 29. On parle d'insuffisance rénale sévère. Et à partir quand la clairance est inférieure à 15, on parle à un stade terminal. Ça veut dire, sur le plan, si vous voulez, microscopique, il y a une destruction presque de tous les néphrons du rein. D'accord? Donc, on va voir maintenant les manifestations cliniques, comment cliniquement un patient, comment la maladie se manifeste cliniquement. Ça, si vous voulez, quels sont les signes cliniques d'un patient qui présente une insuffisance rénale chronique. Commençons par les hématologies, des troubles hématologiques, et ça sera l'anémie et la thrombopathie. Gastro-intestinale, le patient peut avoir des nausées et des vomissements. Osseux et minéraux, vu le trouble osseux qui peut être même général. Donc, est-ce que vous avez compris pourquoi un patient qui présente une insuffisance rénale peut avoir ces signes cliniques? C'est bon? Oui, madame. Très bien, parce que là, si on comprend la fonction du rein, vous allez comprendre les manifestations cliniques. Pourquoi le patient présente une anémie? Parce que on a dit le rein est responsable de la sécrétion de l'érythropoïétine qui intervient dans la formation des globules rouges et même en cas de formation des plaquettes et aussi dans l'adhésion plaquettaire. Aussi, donc, des manifestations endocriniennes par manque de production de certaines hormones dermatologiques, certaines lésions dermiques, cardiovasculaires, parce qu'il peut y avoir donc un patient qui peut être hypertendu et l'hypertension aussi peut donner des répercussions cardiaques comme la péricardite et l'endocardite infectieuse. Aussi, madame, on peut avoir des... Oui. Pourquoi il y a des signes cliniques gastro et digestifs? Vu le risque infectieux. Ah, d'accord. Merci. C'est tout un cycle, hein, parce que vous savez très bien que les globules rouges interviennent dans si vous voulez, l'immunité. Les globules rouges, parce que c'est le rôle de l'hémoglobine, production et transport de l'oxygène. Et là, ça intervient dans la protection contre l'infection et tout trouble de protection contre l'infection peut se manifester par des lésions même dermatologiques et aussi buccales, hein, au niveau muqueuse. D'accord, merci madame. Je continue. On va voir maintenant les manifestations bucco-dentaires. C'est le goût métallique. Pourquoi le goût métallique? Le goût métallique, c'est dû à la présence de l'urée dans la salive du patient. L'urée, donc, qui peut se transformer en ammonium, ce qui donne un goût métallique dans la bouche du patient. D'accord? Et aussi, ça peut donner une agueusie, une pâleur des muqueuses, là c'est clair, vu l'anémie, la xérostomie ou bien la sécheresse buccale, vu un trouble d'équilibre entre hydraulique et aussi trouble des minéraux.
Des lésions muqueuses telles que des ulcérations, on va vous montrer sur photo, les lésions muqueuses qui peuvent être des ulcérations, des érosions, vu le risque infectieux. Et l'hyperplasie gingivale, c'est surtout chez les patients qui présentent, vu le risque infectieux, surtout avec la mauvaise hygiène buccale du patient. Et surtout, cette hyperplasie, on la trouve chez les patients qui sont greffés et qui sont sous immunosuppresseurs. Donc, premier cas, c'est une pâleur de la muqueuse vue l'anémie. Deuxième photo au milieu, c'est la xérostomie ou bien la sécheresse buccale. Comment connaître une sécheresse buccale? Si vous voulez, comment vous pouvez détecter cette sécheresse buccale? Soit le patient il vous dit j'ai une bouche sèche et cliniquement, quand vous introduisez le miroir au niveau, essayez de mettre le miroir sur la langue, la face ventrale de la langue ou bien la face interne de la joue. Quand elle se colle, ça veut dire il y a une sécheresse buccale. Et aussi, vous trouvez, comme vous voyez ici sur la photo, une langue qui est lisse. Elle est lisse, là, et dépapillée. Donc, c'est une langue, si vous voulez, elle peut devenir après atrophique. Et là, ce sont les conséquences de la sécheresse buccale. Et de l'autre côté, un patient avec une mauvaise, je répète toujours, avec une mauvaise hygiène, il peut avoir des parodontopathies et aussi des lésions au niveau de la gencive. Et tous ces signes, ils ne sont pas systématiques chez tous les malades qui présentent une insuffisance rénale chronique. Hein. C'est aussi en fonction, je répète, de l'hygiène du patient et aussi en fonction du stade de la sévérité de l'insuffisance rénale. D'accord? Un patient insuffisant rénal à un stade léger, modéré, ce n'est pas la même chose que chez un patient à un stade terminal. Aussi, les gingivorragies ou bien présence des saignements au niveau de la gencive, des pétéchies et des ecchymoses. Les pétéchies et les ecchymoses, ce sont des lésions, c'est des taches rouges au niveau de la muqueuse buccale. On va voir ça la prochaine fois, Inch'Allah, dans le cours des hémopathies. C'est des formes de saignement au niveau de la cavité, de la muqueuse buccale. Et ces hémorragies, si vous voulez, sont liées aux troubles plaquettaires. D'accord? Les érosions dentaires ou bien les ulcérations, des fois même, c'est des ulcérations. Donc, définition de l'érosion, c'est quoi? Vous avez vu ça en troisième année. L'érosion, c'est quoi? Perte de substance dentaire. Dentaire? Là. Ah oui, les érosions dentaires. Là, je confonds avec l'érosion muqueuse. Hein. Oui, c'est une perte de substance au niveau des dents, vu le trouble. Pourquoi? Pourquoi le patient présente une érosion dentaire? Parce qu'il y a un trouble chimique. Minéral, madame. Il y a pas de calcium. Voilà, c'est le trouble des minéraux. Donc, Oui. et aussi de calcification. D'accord? Voilà. Bien sûr, quand c'est compliqué par une mauvaise hygiène, quand c'est associé à une mauvaise hygiène, donc ça complique tout ça. L'ostéodystrophie de l'os maxillaire, c'est toujours dû au remodelage osseux qui sera diminué parce qu'il y a moins de formation de vitamine D, moins de calcium, os moins minéralisé dans des lésions osseuses au niveau des maxillaires. D'accord? Voilà, donc, aussi on peut trouver une hyperplasie gingivale, comme vous voyez là. Donc, vous avez vu déjà la plaque dentaire. Donc, c'est surtout, ces lésions sont rapides avec la mauvaise hygiène. Et là, on voit que presque il y a une couverture
presque totale des surfaces dentaires par la muqueuse, par cette hyperplasie. Et ces cas, vous les trouvez beaucoup plus chez les patients qui sont sous immunosuppresseurs. Pourquoi? Un insuffisant rénal, donc après une greffe du rein, ils les mettent sous immunosuppresseurs pour éviter le rejet. Et c'est parmi les effets secondaires de ces immunosuppresseurs, c'est l'hyperplasie gingivale. D'accord? Voilà, quand vous voyez l'érosion dentaire, elle est presque généralisée. Et là, c'est les pétéchies, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce sont des taches rouges au niveau de la muqueuse buccale. C'est une forme de saignement, si vous voulez. C'est des hémorragies buccales. Et là, c'est des gingivorragies au niveau de la gencive. D'accord? Et je répète, c'est toujours la lésion, elle devient plus sévère quand le patient présente une mauvaise hygiène. Là, c'est une forme d'ulcération linguale parce que vu le risque infectieux, la muqueuse buccale peut être altérée et elle va se manifester par ces érosions et ces ulcérations. C'est comme, ça ressemble à des brûlures, hein, au niveau, et l'ulcération par définition, c'est une perte de substance de la muqueuse buccale, de l'épithélium sans destruction de quoi? Corion. Du corion, oui. Donc, Avec destruction, c'est une lésion qui intéresse uniquement. Avec destruction au sang? Oui, avec. Avec destruction. Et l'érosion? Sans destruction. Très bien. Et là, on voit une mycose. Les mycoses, c'est quoi? C'est des champignons. C'est des champignons, si vous voulez. C'est des candidoses, vu aussi le risque infectieux. Plus parce que quand il y a un risque infectieux, général, ça va se répercuter sur la flore buccale commensale de la bouche du patient qui devient. Donc, les germes commensaux vont se transformer en germes pathogènes et ce qui donne ces mycoses. Et là, la stomatite urémique, comme vous voyez là, c'est des taches blanches qui recouvrent la muqueuse buccale et qui sont non détachables. Hein. Madame, c'est quoi ces taches blanches? Elle est spécifique, je dis stomatite urémique, c'est dû, si vous voulez, c'est une excès de kératinisation de la muqueuse buccale. Et pourquoi on a cet excès? C'est parce que il y a la production, le taux de l'urée est augmenté. On trouve de l'urée dans la salive du patient et ce qui donne cette stomatite urémique avec le goût qui devient métallique. D'accord? C'est dû, je répète, la stomatite urémique, elle est due à la présence de taux d'urée augmenté dans la salive du patient. Rapidement, on va voir les alternatives thérapeutiques chez un patient qui présente une insuffisance rénale. Soit c'est la dialyse péritonéale, donc je pense qu'elle est moins utilisée actuellement parce qu'il y a le risque infectieux. Donc, et il y a l'hémodialyse qu'on connaît fréquemment, c'est l'hémodialyse et la transplantation rénale. Ça, c'est le traitement, si vous voulez, définitif. Quand ce n'est pas possible de faire une transplantation rénale, généralement, ça sera l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. On va voir maintenant les différents risques, les risques rencontrés chez les patients au cours des soins bucco-dentaires. Donc, d'après la fonction rénale, et on comprend à partir de l'altération de la fonction rénale que le patient insuffisant rénal peut présenter deux risques. C'est le risque infectieux et le risque hémorragique. D'accord? Donc, risque infectieux dû à la diminution de production de globules rouges, les altérations des leucocytes
immunodéficience chez les hémodialysés et les greffes rénaux, vu les greffes rénaux, c'est des patients qui peuvent être sous corticothérapie et sous immunosuppresseurs. Et tous ces médicaments vont, si vous voulez, provoquer le risque infectieux. Le patient devient immunodéprimé. Le risque hémorragique qui est lié à l'adhésion plaquettaire, le traitement par anticoagulant en cours de l'hémodialyse. Pourquoi? Vous savez, l'hémodialyse, c'est un appareil, le patient, donc, il fait ces séances 2 à 3 fois par semaine. C'est pour filtrer, si vous voulez, c'est comme un rein artificiel qui permet de filtrer le sang du patient. Et pour éviter, bien sûr, le sang du patient qui va passer dans un appareil, ensuite, pour qu'il soit filtré et revient au patient, donc il peut y avoir des formations de cailloux. Et pour éliminer, si vous voulez prévenir cette formation de cailloux, ils les mettent sous anticoagulants. C'est surtout, ils les mettent sous héparine. D'accord? Madame, pourquoi on a un trouble d'adhésion plaquettaire? Parce que, je répète, on a dit que le rein a une fonction de production de certaines hormones qui interviennent dans la production des globules rouges et les cellules souches de formation du sang. Ah, d'accord, merci. Donc, les cellules souches du sang, qui sont les cellules précurseurs, si vous voulez, les précurseurs de formation des globules rouges. Ensuite, ils donnent les plaquettes et les globules blancs. Est-ce que c'est clair? Ah oui. Quand il y a un trouble au niveau central, automatiquement, il va y avoir un trouble de formation d'une quantité suffisante de globules, comment dirais-je, les éléments figurés du sang. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui, madame. Très bien. Ah, tu n'as pas assisté au début? Oui, madame, je suis rentrée un peu en retard. Ah, d'accord. Malish. Docteur? Oui. Quelle est la différence entre la dialyse péritoniale et l'hémodialyse? Là, je ne peux pas vous expliquer parce que c'est médical. Des fois, péritonéal, c'est à partir du... Vous connaissez c'est quoi le péritoine? C'est une membrane. Voilà. Donc, à travers cette membrane abdominale, donc qui enveloppe, si vous voulez, les organes de l'abdomen. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, il essaie de faire si vous voulez, la filtration à partir de cette région. Mais là, ça veut dire ils mettent une sonde. Et cette sonde, elle est en relation avec le milieu externe. Et là, le problème d'infection est important. Et c'est pour cette raison, elle est moins indiquée actuellement par rapport à l'hémodialyse. D'accord? Actuellement, on trouve des malades insuffisants rénaux beaucoup plus sous hémodialyse, pas sous comment on l'appelle? Dialyse péritoniale. Péritoniale, voilà. D'accord. Madame, pourquoi on demande l'INR chez les patients insuffisants rénaux? L'INR? Oui. Parce il peut être sous syndrome sous héparine. Il est sous anticoagulant. D'accord. On n'a pas parlé de ça. Je continue. Oui, docteur. Oui, madame. On est arrivé à là. Donc, traitement par anticoagulant au cours de l'hémodialyse. Là, c'est pour éviter, je répète, la coagulation et la formation de thrombose. Ils les mettent sous anticoagulant. Et c'est la raison pour laquelle il faut demander l'INR. La thrombocytopénie due à l'utilisation chronique de l'héparine. Parce que aussi l'héparine, qui est un anticoagulant, peut aussi donner une thrombocytopénie, une diminution de quoi? Une diminution du taux? Plaquettes. De plaquettes. Très bien. Voilà.
Et à partir de là, donc, tous ces éléments vont provoquer le risque hémorragique. On va voir maintenant la prise en charge. Toujours, pour tout malade à risque, il faut la collaboration du médecin traitant. Première chose, avant de toucher le patient, il faut demander son avis. Pourquoi? Parce que dans la lettre du médecin traitant, vous allez trouver le type de la pathologie, la sévérité de la maladie, c'est à quel stade il a l'insuffisance rénale. Aussi, l'état actuel du patient, est-ce qu'il est stable ou non. Aussi, quand il est sous hémodialyse, c'est le nombre de séances. Parce que pourquoi on demande le nombre de séances, c'est aussi les jours où le patient fait sa dialyse, c'est pour voir en quel jour vous allez intervenir pour faire l'acte buccal. Aussi, demander un examen biologique, rénal, hémogramme et la sérologie. Pourquoi la sérologie? L'hémogramme, c'est clair, c'est pour connaître le taux des globules rouges, blancs et les plaquettes. Le bilan rénal, c'est pour voir le taux de la créatinine et l'urée. Et la sérologie, pourquoi? Pour voir s'il y a un état infectieux ou pas. Infectieux par rapport à quelle infection? HIV, HBS. VIH, normalement. Généralement, c'est le VIH et aussi l'hépatite. D'accord? C'est surtout l'hépatite B et C. Et là, ce n'est pas tous les malades, hein. C'est les malades qui sont sous hémodialyse. Vous savez, parce qu'il y a plusieurs patients qui passent sur le même appareil. Et à ce moment-là, le patient peut contracter une infection virale. D'accord? C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. La mise en état de la cavité buccale et élimination de tous les foyers infectieux. Donc, il faut que la bouche du patient doit être parfaite. Prise de la tension artérielle avant tout acte parce qu'un insuffisant rénal peut avoir une hypertension artérielle et ne pas intervenir si le taux d'urée est supérieur à 60 mg par 100 ml. Et si la créa elle est supérieure à 1,5 mg. Les précautions, d'abord, par rapport au stress, il faut toujours faire une préparation psychologique. Si c'est insuffisant, une prémédication sédative, à condition, il faut toujours voir le bilan du patient, ça veut dire, parce que l'élimination, elle est rénale, et donc, il faut que la dose administrée au patient prescrite ne doit pas, si vous voulez, altérer la fonction rénale qui est au début altérée. De préférence, des soins de courte durée et réaliser si possible le matin, c'est pour éviter le stress de la journée, sauf pour les patients insuffisants rénaux chez lesquels le bilan sérologique est positif. Par exemple, un insuffisant rénal avec VIH ou bien qui présente une hépatite, là, de préférence, il faut les prendre en fin de journée. D'accord? Et bien sûr, stériliser leur matériel, le matériel ou bien les instruments utilisés pour ce type de malade doit être traité et stérilisé seul, pas avec les autres instruments. Parce que là, on va rentrer dans le cadre de la prise en charge d'un patient qui présente une infection virale. D'accord? Vis-à-vis à l'anesthésie, donc, il faut éviter l'intraligamentaire. Pourquoi? Parce qu'on injecte dans le sulcus où se trouvent les germes qui peuvent disséminer au cours de l'infiltration de l'anesthésie vers l'organisme, ce qui encore aggrave le risque infectieux. L'anesthésie loco-régionale est déconseillée ou bien elle peut être même contre-indiquée chez les patients qui sont sous anticoagulants. D'accord? Les insuffisants rénaux qui sont sous anticoagulants par risque de formation d'hématome. Éviter le surdosage des produits anesthésiques vu l'élimination rénale et l'adrénaline n'est pas contre-indiquée. Je passe.
vis-à-vis au risque infectieux, là, donc toujours respecter les règles d'asepsie, oui. Quel type d'anesthésie qu'on doit appliquer chez ces patients? Je ne sais pas, on peut utiliser tous les produits anesthésiques, sauf il faut éviter un surdosage. Là, tu parles de l'anesthésique locale. La technique. Là, la technique, je répète, on fait une parapicale. Sinon, ça sera, si vous n'avez pas, en cas de, je répète, pour les insuffisants rénaux, sauf, il n'y a que les malades qui sont sous anticoagulants chez lesquels on ne peut pas réaliser la loco-régionale. Un patient insuffisant rénal, par exemple, ou bien greffé, là, qui n'est pas sous anticoagulant, on peut lui faire la loco-régionale, d'accord? Parce que là, le risque, il est lié à la prise médicamenteuse, pas à la pathologie, d'accord? D'accord. Pour le risque infectieux, donc, travailler dans les règles d'asepsie et bien stériliser les instruments, asepsie du champ opératoire, prescrire une antibioprophylaxie. Ça veut dire que vous allez prévenir le risque infectieux par une prescription, une prémédication anti-infectieuse. On donne un antibiotique. Des fois, là, il n'y a pas un consensus, soit 1 heure avant, soit la veille, soit 2 jours avant l'acte, et en fonction aussi de l'état de l'hygiène du patient. D'accord? L'essentiel, c'est de donner une antibioprophylaxie. Bien sûr, respecter aussi la dose en fonction de l'atteinte rénale. Le choix d'antibiotiques est discuté avec le médecin traitant parce qu'il y a certains antibiotiques qui sont néphrotoxiques. Je vous envoie après, quand je vous envoie le support, vous allez trouver les médicaments qui sont à proscrire. Hein. Et bien sûr, motiver le patient à l'hygiène bucco-dentaire afin de diminuer la bactériémie. Les précautions vis-à-vis au risque hémorragique. Bien sûr, les patients qui sont sous hémodialyse, il faut éviter les jours de la dialyse. Soit on fait l'acte 48 heures avant. Par exemple, si le patient, généralement, ils font leur dialyse le dimanche, mardi et jeudi. S'il fait sa séance le dimanche, vous allez intervenir un jour après, c'est le lundi, d'accord? Et sinon, donc, si le patient fait le jeudi, de préférence, je ne sais pas, si vous travaillez le samedi, essayez de la faire le samedi. L'essentiel à respecter 48 heures, si ce n'est pas 12 heures, et avant, soit 48 heures ou 24 heures avant la dialyse, soit 12 à 24 heures après la dialyse. Pourquoi? Là, c'est en fonction de l'hémostase, d'accord? Et c'est surtout pourquoi l'hémodialyse, parce que chez ces patients, ils sont sous héparine. Et là, l'héparine, la durée d'action, elle est de 12 heures. C'est pour ça donc on parle de 12 heures. Hein. C'est surtout en cas d'urgence. Et bien sûr, quand vous faites un acte sanglant, il faut mettre les moyens locaux d'hémostase, ça veut dire le surgicel, les éponges hémostatiques, les sutures, et si c'est le risque hémorragique est important, il faut appliquer une gouttière hémostatique. Par rapport à la prescription médicamenteuse, il faut éviter tous les médicaments néphrotoxiques. Et des fois, si ce n'est pas possible, il faut diminuer la dose. Et là, donc, comme vous voyez le tableau, si on prend les AINS, donc le paracétamol peut être prescrit, bien sûr, là, en fonction de la sévérité de l'atteinte rénale. Donc, il ne faut pas dépasser les 3 grammes. Sinon, si il est en stade terminal, il ne faut pas dépasser les 2 grammes. Par contre, les AINS sont contre-indiqués parce qu'ils sont à élimination rénale. D'accord? Pour le
Là, on voit pour les anesthésiques locaux les différentes molécules qu'on peut utiliser. Et pour l'amoxicilline et les autres antibiotiques, là aussi, vous avez le tableau, la prescription en fonction de la dose. La dose, elle sera prescrite en fonction de la sévérité et l'atteinte rénale. Pour les insuffisants rénaux, maintenant non dialysés, il y a risque d'infection, intoxication plus hémorragie. Il faut demander le bilan rénal. Il faut diminuer la quantité du produit anesthésique pour éviter la toxicité et pour aussi réaliser une antibioprophylaxie si vous allez faire un acte sanglant. Patients dialysés ou bien hémodialysés, il y a toujours le risque d'intoxication, l'infection et le risque hémorragique. Un bilan préopératoire et demander une sérologie. Prendre le patient 48 heures avant ou après la séance de dialyse, 8 heures. Pourquoi 8 heures? 8 heures à 10 heures, à 12 heures, c'est la durée d'action de l'héparine parce que ces patients, généralement, ils sont sous héparine qui est un anticoagulant. Prescription d'une antibioprophylaxie, assurer les moyens locaux d'hémostase pour éviter le saignement per- et post-opératoire. Là, anesthésie sans vasoconstricteur, c'est par rapport à la dose. De préférence, éviter sans vasoconstricteur et on peut utiliser le vasoconstricteur qui est l'adrénaline. Pourquoi? C'est pour diminuer le taux de saignement et éviter la douleur en péropératoire. L'anesthésie tronculaire, elle est proscrite en cas chez les patients qui sont sous hémodialyse, sous anticoagulant, vu le risque d'hématome qui peut obstruer les voies aérodigestives supérieures. Un patient insuffisant rénal maintenant transplanté ou bien candidat d'abord, ça veut dire avant la transplantation, il sera orienté chez vous. C'est pour éliminer tous les foyers infectieux qui peuvent donner une infection et qui peut être en relation avec le rejet après. Donc, il faut une élimination de tous les foyers infectieux dentaires et parodontaires pour qu'ils soient préparés pour la chirurgie rénale. Un patient ayant subi une transplantation, c'est un patient toujours beaucoup plus, il sera prédisposé à un risque infectieux parce que je répète, ils vont les mettre sous corticoïdes et sous immunosuppresseurs. Donc, de préférence, si vous faites un acte buccal, c'est surtout sanglant, donnez une antibioprophylaxie et la poursuivre après l'acte jusqu'à cicatrisation. Motivation à l'hygiène bucco-dentaire. Et pour l'antibiotique, toujours, il faut discuter avec le médecin traitant. Et voilà, donc on termine notre cours. Je ne sais pas si vous avez des questions.